Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous et merci pour cette invitation. Je suis très honorée de vous rejoindre sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'avez compris, je suis à Strasbourg, nous étions en plénière, j'en reviens là juste. Et donc, je vais essayer de vous présenter quelques éléments sur cette très importante directive, ce projet de directive sur la transparence des rémunérations. Pour ce, j'ai une présentation. Mon assistant n'est pas loin si j'arrive pas à la mettre en écran partagé, mais ça devrait fonctionner. Voilà, donc hop, je mets là, c'est là, voilà, et partage. C'est bon? Alors, je me mets en diaporama tout de suite. C'est où? Je ne vois pas. Ah, voilà, il était masqué. Excusez-moi, hein, c'est la partie technique importante. Et à partir du début. C'est bon? Vous voyez le diaporama? Oui, c'est parfait. Parfait. Bon, voilà, comme ça permet quand même d'avoir un support que je pourrais vous envoyer et qui illustre mes propos. Alors, je vais être rapide sur l'introduction, effectivement, pour rappeler que donc, effectivement, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est vraiment un élément fondateur de l'Union européenne, hein, consacré dès 1957 par le traité de Rome. Et plusieurs textes juridiques ont été adoptés effectivement depuis pour aller toujours dans ce sens de l'égalité de rémunération. Un travail de même valeur implique effectivement une même rémunération avec bon, différents textes. Je ne vais pas vous les détailler tous, mais sachez que c'est quand même un sujet sur lequel on travaille au niveau européen depuis un moment. Alors, je siège en commission droits des femmes, donc suppléante, et je siège en commission emploi et affaires sociales. Donc, évidemment, j'ai le sujet par ces deux angles, emploi et droits des femmes. Malgré tous ces textes et malgré les avancées, d'ailleurs dans différents États membres pour la France, toujours quand même une moyenne d'écart de salaire entre les femmes et les hommes en 2020 de 13%. 13% dans l'Union européenne. Bien sûr, c'est différent selon les États membres. On va avoir des États où il y a un écart de 20%, d'autres, on est comme au Luxembourg sur des écarts très faibles, mais en attendant, nous avons quand même cette moyenne qui reste élevée. Donc, la Commission, dès le début de cette nouvelle mandature, 2019, avec notre présidente, qui est une femme, Ursula von der Leyen, a identifié le sujet comme étant vraiment stratégique et majeur et a proposé donc un texte, une directive, ce qui est un texte quand même important, puisqu'il lie les États membres, et donc qui a été proposé le 4 mars 2021. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu nos règles de fonctionnement un peu particulières dans l'Union européenne, mais une fois que la directive a été donc émise et écrite, donc les commissions de travail s'en emparent, donc emploi et femmes ont été saisies. Moi, je suis rapporteur pour emploi, donc pour mon groupe Renew Europe, sur ce projet de texte. Nous devons arriver à quelque chose de voté en commission et au Parlement, c'est le cas. Et là, nous attendons une étape très importante qu'on appelle le trilogue, qui est donc la discussion avec le Conseil et la Commission et Parlement pour arriver à un texte finalisé. Parfois, ça peut être très long. Donc, voilà un petit peu le point où nous en sommes. Alors, qui est concerné? Pour être aussi assez synthétique sur le sujet. Donc, nous avons 3 niveaux hein, en termes de public concerné. Les candidats, la plupart du temps, c'est quand même plutôt des femmes concernées, à un emploi, donc candidat à un emploi, pour tout ce qui est transparence des rémunérations avant même l'embauche, ce qui est très important, parce que déjà, c'est le premier sujet. Donc, ensuite, tous les salariés ayant un contrat de travail,
pour tout ce qui est disposition générale de la directive. Les salariés, c'est important, dont l'entreprise compte au moins 50 travailleurs. Donc, on a un seuil qui nous a amené à beaucoup de discussions, puisque la Commission avait plutôt proposé 250 salariés, et nous, côté Parlement européen, nous sommes allés plus loin en disant non, ça doit concerner les plus petites entreprises aussi, donc 50 salariés pour la communication de données relatives à l'écart de rémunération entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins et la fameuse évaluation conjointe des rémunérations plus plan d'action sur l'égalité des sexes qu'on doit avoir. Donc 50, c'est quand même un élément important. Alors, une question qui nous a pris beaucoup de temps, vous l'avez dit, je suis une ancienne DRH dans des grands groupes industriels, services, et donc c'est toujours été une question importante, comment comparer la valeur du travail et les travailleurs. C'est toujours un sujet où on va nous dire « Ah, il y a des différences, oui, mais on sait l'expliquer parce que voilà, c'est un travail qui nécessite plus de force physique ou les femmes bon, ne vont pas savoir forcément le faire. » Il y a beaucoup de critères, y compris non dits, et c'est bien le problème. Donc, pour considérer que le travail a la même valeur sur la base de critères non discriminatoires, ce qui est important, objectif et non sexistes, nous avons fixé une liste que vous voyez là. Alors, désolé, je n'avais pas avancé assez vite. Nous avons donc fixé donc des éléments de critères tels que exigences en matière de parcours éducatif, formel, non formel, compétences, efforts, responsabilité, conditions de travail. Alors, ce qui est important aussi à retenir, c'est une première liste. Et moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans mon travail de rapporteur pour qu'on ouvre aussi cette liste au dialogue social. Il est très important que secteur par secteur, entreprise par secteur, on discute avec les représentants des travailleurs de ces différents critères, parce que ça va être très différent d'un secteur à l'autre. Donc, vous voyez, une idée quand même de critères que nous avons proposés. Alors, ce qui a été dit aussi dans cette directive, notre texte, qui est donc maintenant passé, comme je le disais, en trilogue, c'est que les candidats, alors, le plus souvent les candidates à un emploi, ont le droit de recevoir des informations quand elles vont être recrutées. Alors, par exemple, le niveau de rémunération initiale ou fourchette. Une fourchette, le plus souvent, c'est une fourchette de rémunération initiale sur la base de critères objectifs et non sexistes. Alors, ça, c'est important parce que ça oblige à réfléchir dans une entreprise. On détermine un salaire, on va donner un salaire à l'embauche, particulièrement pour les postes de cadre, de technicien. Comment on le détermine? Sur quelle base on va dire que c'est tel ou tel salaire? Ça nous oblige à donner ces informations. Le cas échéant, évidemment, convention collective en vigueur, appliquée par l'entreprise pour l'emploi en cours. En France, on a de multiples conventions collectives appliquées par branche. C'est important aussi. Donc, sur demande, ça a entraîné beaucoup de débats aussi pour nous, le candidat peut recevoir des informations sur les critères non sexistes sur lesquels repose le niveau moyen de rémunération. Ça va loin quand même, je dois dire que vous imaginez que ça entraînait aussi beaucoup de débats entre les différents groupes politiques au Parlement parce que certains étaient quand même plutôt contre ce fait. Alors, en ce qui concerne toujours ce droit à l'information des travailleurs, encore d'autres informations qu'ils peuvent recevoir, qu'ils ont le droit de recevoir sous 2 mois. Alors, une description des critères utilisés pour déterminer, donc toujours pareil, les niveaux de rémunération et la progression de carrière des travailleurs. Donc là, c'est une fois qu'on est dans l'entreprise, vous voyez, il y a à l'embauche, et puis une fois qu'on est rentré dans tout son parcours, on a aussi le droit d'avoir des informations sur comment progressent les salaires, sur quels critères.
Le niveau, bien sûr, de rémunération individuelle et les niveaux de rémunération moyens, ventilés par genre. Alors, c'est pas uniquement… donc, on a introduit la notion de genre pour les catégories de travailleurs qui accomplissent le même travail ou un travail de même valeur. Alors, on doit aussi fournir l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, entre les travailleurs employés par le même employeur, 2 fois par an au maximum, quand même pour pas trop alourdir aussi la tâche des entreprises, surtout les plus petites. C'est aussi une information que l'on doit donner. Alors, là aussi, un élément qui a entraîné beaucoup de débats, de discussions, de controverses, les travailleurs ne peuvent pas être empêchés de divulguer donc des informations relatives à leur rémunération et de demander des informations relatives à la rémunération d'autres travailleurs aux fins de la directive. J'avoue que moi, je suis dans un groupe libéral, Renew Europe. Je viens du monde quand même de l'entreprise longuement et j'ai essayé quand même aussi d'atténuer le texte parce que je suis consciente que parfois c'est compliqué pour une entreprise qui a que 50 salariés, il y a une notion de confidentialité, on n'a pas forcément envie de retrouver sur la place publique les salaires. Donc vous voyez, c'est parfois pas toujours simple à mettre en œuvre tout ça, même si je comprends l'intention. Donc sachez que là, ça a quand même été mis dans le texte final. Évidemment, les représentants des travailleurs ont le droit de recevoir des informations aussi, à savoir le mode de détermination des rémunérations pour chaque catégorie de travailleurs. Et c'est vraiment là aussi un point important, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un élément de dialogue social. Pour l'avoir vécu moi-même dans de grosses branches comme la propreté, il est évident que c'est un élément de discussion dans l'entreprise et dans les secteurs et que les syndicats et les représentants des travailleurs ont plus que leur mot à dire. Alors, un point également que je voulais aborder avant de finir toute cette présentation, on a également fait émerger une notion de label pour les entreprises qui ne présentent pas d'écart de rémunération. Donc, les entreprises vertueuses, ce qu'il faut aussi le souligner, se verraient octroyer par la Commission un label. Et c'est important parce que ça encourage, je dirais, les autres à progresser quand il y a des écarts. Alors, ce qu'il faut retenir aussi dans ces textes, dans ce texte de directive et notre rapport, c'est le point sur la communication de données relatives à l'écart de rémunération entre travailleurs féminins et masculins. Qu'est-ce qu'on va donner là aussi comme information, à quelle fréquence? Alors, on n'a pas voulu fixer les mêmes obligations selon les effectifs. Toujours la même idée de ne pas trop alourdir le travail pour les plus petites entreprises. Donc, on doit donner ces informations tous les ans pour les plus de 250, tous les 2 ans pour les entreprises entre 50 et 250, tous les 3 ans pour les entreprises entre, bon, vous avez tout le détail, entre 50 et 250, mais qui ont une convention collective, et tous les 2 ans, sur la base du volontariat, non pas de l'obligation, pour les entreprises qui ont moins de 50 travailleurs. Donc, vous voyez, on veut encourager par ce biais le fait de donner des informations. Parce que l'idée de la directive, c'est la transparence. On revient toujours sur cette histoire de transparence. Parce qu'on s'aperçoit qu'un des freins, finalement, au fait qu'il n'y ait plus d'écart de salaire entre femmes et hommes, c'est beaucoup cette problématique de non-transparence. Et au fond, on ne dit pas les choses. On ne sait pas en expliquer. Donc, c'est pour ça que le titre est important de cette directive. Donc, on doit également, vous voyez, toute la liste d'obligations. Il n'y a pas que les moyennes en termes d'écart. Nous avons aussi tout ce qui est écart de rémunération médian. On doit aussi indiquer les variables, les fameuses primes, les variables, les rémunérations complémentaires. Élément très important. J'avais beaucoup travaillé là-dessus en France, y compris dans l'administration, où on s'apercevait que sur le papier, femmes-hommes, sur les cadres de plus haut niveau, pas d'écart, mais en fait, quand on regardait de plus près,
par les primes, par le biais des primes, on arrivait à des écarts de 20%. Et avec toujours des explications un petit peu hasardeuses. Soit parce que temps partiel à un moment donné, on ne savait pas forcément pourquoi, même dans l'administration. On va avoir beaucoup travaillé là-dessus. Donc, c'est important aussi d'inclure, je dirais, des composantes variables hein, et complémentaires. Alors, également, un détail sur tout ce qu'on doit fournir. Bon, je ne veux pas peut-être vous commenter tous les détails, mais vous voyez que c'est quand même très précis par catégorie. Alors, point que j'ai fait rajouter, moi, je suis un peu à l'origine quand même de cet amendement, c'est la proportion de travailleurs ayant bénéficié d'une augmentation de salaire, c'est plutôt les travailleuses, hein, a priori, au retour d'un congé de maternité. Parce que là aussi, c'est le fruit, ou de paternité, hein, c'est pour ça qu'aussi on a mis travailleur, parental, etc. Parce que d'expérience, je sais que là où les écarts se creusent souvent beaucoup, c'est au retour de congés, que ce soit parental, maternité, bien sûr, pour les femmes, ou d'adoption, où du coup, il y a un gel des augmentations, et là, et bien évidemment, ça creuse les écarts. Donc, moi, j'ai insisté pour qu'on rajoute aussi cet élément qui me semble important. Alors, nous avons une notion d'évaluation conjointe des rémunérations. Donc, quand on dit conjointe, c'est qu'effectivement, elle doit se faire avec les représentants des travailleurs. Alors là, ça a été l'objet de discussions intenses pour déterminer les niveaux, puisque certains groupes politiques voulaient qu'il n'y ait absolument aucun écart, aucun pourcentage d'écart indiqué. On est arrivé à un compromis, comme souvent en Europe, au Parlement européen, en disant, bon, à partir de 2,5% pour toutes les catégories hein, d'écart, là, on va devoir vraiment faire un plan d'évaluation, un plan d'action, et non pas des zéros. Parce que là aussi, il faut être raisonnable. Quand vous êtes dans une entreprise, concrètement, il faut quand même 2,5%, ça reste un écart quand même faible. Et donc, on a tenu aussi à maintenir cet écart. Et si l'employeur n'a pas corrigé justement cette différence dans un délai de 6 mois, après la publication de l'écart de rémunération, il doit publier des actions correctrices. Voilà. Donc, on devait vraiment donner quand même des mesures, mais pas l'appliquer à tout le monde. Et même s'il y a zéro écart, dire, bon, c'est ni justifié quand même de faire un plan d'action. Cela dit, ultérieurement, on élargira en fonction de l'évaluation du texte. Donc, cette évaluation conjointe des rémunérations, vous voyez, comporte quand même là aussi beaucoup d'éléments. C'est quand même très précis. Alors, nous ne savons pas encore comment se passeront les discussions avec le Conseil, hein, parce que peut-être que certains États membres vont avoir quelques blocages. Ça arrive souvent en matière sociale chez nous en Europe. Mais en tout cas, on est quand même arrivé à quelque chose de très précis avec ce fameux plan d'action qu'on trouve aussi dans la loi française et qui est un élément important parce que ça va être un guide de travail pour justement arriver à diminuer, voire supprimer totalement les écarts salariaux quand ils ne sont pas justifiés de façon objective entre les femmes et les hommes. Alors, un point donc, pour terminer donc cette petite présentation. Il existe, bien sûr, on l'a prévu, un recours pour les travailleurs lésés. Donc, vous voyez, avec un droit à indemnisation à partir du moment où le travailleur a subi un préjudice lié à un non-respect hein, de ce principe de l'égalité des rémunérations, il doit pouvoir demander et obtenir indemnisation ou réparation. Alors, évidemment, tout cela est appliqué ensuite, transposé, vous savez, dans chaque État membre, de façon adaptée hein, en fonction des législations qui existent dans chaque État membre, mais en tout cas, ça doit exister. Il doit y avoir un dédommagement si il est prouvé qu'il y a eu une discrimination directe ou indirecte.
Et ça aussi prévu dès le départ, c'est ce que nous avons en France, hein, des sanctions pour les entreprises qui n'auraient pas respecté leurs obligations, notamment de transparence, qui ne donnent pas d'informations ou qui vraiment, de façon explicite, donc discriminent. Donc des amendes potentiellement avec un montant minimum basé soit sur le chiffre d'affaires, par exemple, soit sur la masse salariale. En France, la sanction potentielle, elle est basée, peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc, on est plus sur la masse salariale. Moi, je suis plutôt favorable à ça, d'ailleurs. Je trouve ça plus juste. Bien sûr, le niveau des amendes doit tenir compte de la gravité des manquements. Et il y aurait transposé des sanctions spécifiques en cas de manquement répété ou grave. Vous voyez quand même cette notion de sanction, elle est importante, hein, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de débats, mais s'il n'y a pas de sanctions, bon, ça peut continuer longtemps, hein. Donc, on a tenu à ce qu'il y ait ça. Nous avons introduit, et je terminerai par ces deux points, une notion de discrimination intersectionnelle. Alors, ce n'est pas toujours simple à expliquer. Ça, c'est le Parlement qui l'a introduit. C'est l'idée que les États membres de l'Union européenne, et les employeurs et les représentants des travailleurs, doivent tenir compte de cette possible discrimination intersectionnelle. C'est-à-dire, au fond, c'est des formes multiples de discrimination qui s'additionnent, parce qu'on va avoir des femmes, peut-être en situation de handicap, ou dans une situation sociale difficile, etc., etc. Donc, c'est une notion qui est importante et qui est réelle et prouvée. Et malheureusement, souvent, les discriminations comme ça s'accumulent et s'aggravent. Et c'est cette notion de discrimination intersectionnelle qu'on a introduite. Et pour terminer, pour ne pas être trop longue, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que la Commission devra tous les 5 ans présenter un plan de l'Union européenne en matière d'égalité de rémunération, fixant des objectifs et des priorités pour ajouter des mesures, s'il le faut, concrètes et correctives. Moi, ce qui me paraît fondamental sur ce sujet, c'est vraiment cette notion de transparence. Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on constate de façon objective, sans vouloir tout de suite accuser ou sanctionner? Du coup, compte tenu de la situation, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme plan correctif pour supprimer ou réduire ces écarts? Et ensuite, si on ne fait rien, alors là, ce n'est pas bon. Il va y avoir soit des sanctions, soit vraiment des plans correctifs plus larges. Donc vraiment, l'idée, on veut vraiment progresser dans cette Union européenne qui est un peu fer de lance sur les questions sociales, sur les questions des droits des femmes. On doit quand même encore beaucoup travailler parce que parfois, ça peut être remis en question, hein. Surtout dans certains pays de notre Union, je suis désolée de les citer, mais tels que la Pologne, parce qu'on a un débat en ce moment là-dessus, où les droits des femmes, notamment les droits sexuels et reproductifs, sont sans arrêt menacés ou remis en question. Donc, ça nous demande une grande vigilance, mais aussi en matière salariale. Et on a un institut européen des qualités des genres, AGE, qui sera chargé d'élaborer un outil interactif en ligne. C'est tout à fait intéressant parce que l'idée, c'est d'aider aussi les entreprises et les syndicats à progresser sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis intarissable, bien évidemment, sur ce thème et vraiment ravie que vous ayez songé à m'inviter et de pouvoir participer à vos travaux. Parce que je sais que vous êtes très investis aussi chez vous sur ce thème. Merci à vous.